24 mars prochain, sous la houlette de notre ambassadrice en Asie, Pomme et Rentrant, se tiendra le premier festival des auteurs francophones en Malaisie. Un programme culturel dense, des auteurs de plusieurs continents, des animations tout au long de la journée, le soutien de toutes les institutions francophones du pays. Pomme a réussi à mettre en place un projet fédérateur et réussi. Je vous propose de nous rendre donc en Malaisie avec Pomme, mais de rencontrer également 4 auteurs qui vont traverser une partie du monde pour être partie prenante justement de cet événement. Nous irons en région PACA avec Phil Ken, en Nouvelle-Calédonie avec Yannick Jean, à Miami avec Sandrine Jeanne Ferron, et puis nous finirons à Marseille avec Sophie Turcot. Et puis enfin, nous terminerons l'émission avec Anna Alexis Michel en Floride. C'est la directrice éditoriale de la maison d'édition Rencontre des auteurs francophones. Et nous sortons pour l'occasion un très joli livre collaboratif. Nos lettres d'Asie, tel est le titre de ce livre, met en avant 25 auteurs du réseau pour un recueil incroyable, agrémenté des carnets de voyage de Pomme, et autant de photos et d'illustrations que de textes pour ce 5e ouvrage, et toujours les créations de l'artiste Sandra Ankawa-Berry qui nous offre d'ailleurs plusieurs aquarelles pour l'occasion. Allez, il est temps de partir en Malaisie et partir à la rencontre du monde avec les auteurs du réseau. Et bien évidemment, on ouvre cette édition spéciale avec celle par qui tout arrive, puisqu'on retrouve Pomme et Rentrant en direct de Malaisie, là où va avoir lieu le festival. Quelques mots peut-être sur vous, Pomme. Vous êtes effectivement l'ambassadrice pour l'Asie de la plateforme, Rencontre des auteurs francophones, et nous avons beaucoup de chance de vous avoir à nos côtés, parce que vous avez créé de rien, si ce n'est un précédent salon du livre réussi au Vietnam, cet incroyable premier festival des auteurs francophones en Malaisie. On a hâte d'y être, hâte de voir ça. Le défi n'était pas évident. C'est un pays où les francophones ne sont pas légion. Je crois qu'il y a 30 000 francophones en tout et pour tout. Mais votre sourire, votre énergie, votre capacité à rassembler vous ont permis de réunir tous les acteurs francophones du pays autour de cette première. Et je dois bien avouer que je n'ai rien fait, si ce n'est vous accompagner dans la communication au sein du réseau à l'international et dans le recrutement des auteurs membres. Alors, autant dire une petite goutte d'eau dans un océan merveilleux que vous avez créé avec brio. J'ai vraiment envie de vous applaudir très fort. Alors, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de vous, Pomme. Vous avez exercé divers métiers à responsabilité dans le monde de la communication et des médias, et vous voilà catapulté dans une nouvelle vie en Asie grâce ou à cause de votre mari, et vous vous réinventez avec succès. Alors, racontez-nous un peu cette aventure et comment vous êtes retrouvé à réinventer votre vie. C'est un grand sujet, Sandrine, bonsoir. Euh, En fait, je pense que ce sont des questions qu'on se pose quand on est conjoint accompagnant en expatriation. C'est-à-dire que quand on est pris dans le tourbillon de la vie, dans son pays, etc., ce sont des choses auxquelles on ne pense pas tellement. Mais quand on devient accompagnant, forcément, on se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi qui n'ai pas le droit, qui n'ai pas la possibilité d'avoir une carrière, on va dire, linéaire. On se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, soit on tourne en rond, soit on se dit, oh, j'y arriverai jamais, soit on se pose des questions qui n'en finissent plus, soit on se dit, allez, je fonce et je vais vers mes passions. Et moi, mes passions, c'est le voyage et c'est tout ce qui touche à la culture en général. Donc, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, je me suis lancée dans tout ce qui touchait au voyage et créé ma propre société d'agence de voyage, etc. Et quand je suis arrivée en Asie, où j'ai compris que le voyage, c'est un petit peu plus compliqué à organiser, je me suis dit, allez, on va voir ce qu'on peut faire sur la culture. Donc, quand je suis arrivée au Vietnam, c'était au moment de la sortie du Covid et je me suis dit, bon, allez, il y a quelque chose à faire. Tout le monde a besoin d'un regain d'énergie. C'est comme un pays qui était anciennement lié à la France, on va dire. Donc, allez, lançons-nous et voyons ce que ça donne. Moi qui suis aussi petite autrice, voilà, on va essayer de soutenir les auteurs francophones du Vietnam. Et finalement, je me suis aperçue que ça me plaisait énormément de créer les événements, que ça me plaisait énormément de soutenir la francophonie. Et donc, quand je suis arrivée en Malaisie, j'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, regardons, est-ce qu'il y a des francophones par ici? Donc, j'ai fait ma petite enquête. Je me suis aperçue que, bien sûr, la Malaisie, absolument aucun lien au départ avec la France, avec le français, aucune francophonie, quasiment rien. Mais que dans un pays, donc, dans cet océan de non-existence historique, de liens, etc., il y avait malgré tout à peu près 30 000, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait à peu près 30 000 locuteurs, que ce soit les Français expatriés, que ce soit les internationaux francophones, que ce soit les Malaisiens qui parlent le français, qui l'apprennent à l'école ou qui l'ont appris en tant qu'adultes dans les alliances françaises également. Bref, tout ça, ça fait comme du monde. Et 30 000 personnes, ça suffit pour lancer un salon.
Ça suffit pour en faire un merveilleux salon, un merveilleux festival et c'est ce qu'on souhaite. Et on va suivre tout ça avec beaucoup d'excitation. Alors, vous avez un autre rôle aussi qui est celui de maman et pas n'importe lequel, parce que vous êtes maman de jumeaux et vous avez pendant de longues années édité un blog d'ailleurs pour partager avec beaucoup d'humour votre expérience et c'est devenu un livre très drôle, mais c'est aussi une sacrée leçon de vie. Pourquoi avoir plongé dans l'écriture de cette aventure de maman de jumeaux? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était une période de ma vie où je comprenais pas bien ce qui m'arrivait. C'est-à-dire, je passais d'un poste de responsabilité sur mes petits talons à Paris, tout allait bien, je rentrais dans du 38, voilà. Et un an plus tard, je me retrouve avec deux bébés sur les bras. Je suis femme d'expat au Mexique et on me demande si la manucure, ça se passe bien. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je veux dire, 12 mois. euh, Tout d'un coup, tout ça a changé. Et donc, j'ai eu besoin un petit peu d'exorciser tout ça, de comprendre ce qui m'arrivait. Et puis surtout, l'envie de le partager avec les autres. Il y a un côté universel, parce que mon histoire personnelle, tout le monde s'en fiche. Mais ce qui est intéressant, c'est l'aspect universel de quand on trouve les moyens en soi et la ressource en soi de se renouveler. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager pour donner un peu de force aux autres personnes, et en particulier les femmes qui sont dans le même type de situation. Bon, bah, c'est aussi écrit avec beaucoup d'humour et même si on n'est pas maman de jumeaux comme moi, bon, on s'amuse beaucoup à la lecture. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le Vietnam parce que vous en avez dit deux mots, mais euh, ce salon a été un joli succès. Et d'ailleurs, bah, vous avez donné les clés à la personne qui est en charge aujourd'hui de ce salon. Donc, vous avez mis sur pied quelque chose qui a marché et qui continue de marcher. Ah, mince. Pomme est figée. Je ne sais pas s'il faut se reconnecter ou pas. Ah, Attends, là, je ne t'entendais plus et je crois ouais, que le moi non son est plus. revenu. Alors, je vais recommencer la question et on va repartir. Alors, tu étais figée. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le Vietnam. Juste un truc, je suis vraiment désolée. Du coup, je dois vous voyer, c'est ça? Ah, c'est mieux pour toi. Ok, je te vous vois. Je vous vois, madame. Vas-y. Pourquoi tu m'as tutoyé au début? Non, je Oui, crois je pas, t'ai hein. tutoyé tout à l'heure. Ouais, c'est mieux. Ça montre que c'est plus professionnel. Allez, vas-y. Moi, j'aimerais qu'on revienne, Pomme, sur le Vietnam parce que vous en avez dit juste deux mots, mais c'est un festival, un salon que vous aviez lancé qui a eu beaucoup de succès et vous avez remis les clés à la personne qui vous a succédé et ça continue de bien marcher. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la réussite de ce salon du livre. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Effectivement, le premier donc, que j'ai lancé moi, c'était en 2021, donc au moment de la semaine de la francophonie. Et j'ai donné les clés, effectivement, à une personne formidable qui s'appelle Isabelle Petit, qui a continué. Et donc là, dans quelques jours, quelques semaines, aura lieu la troisième édition de ce salon. Donc pour moi, c'est un immense plaisir. Évidemment, c'est une fierté incroyable, sachant que tout ça, bien sûr, ça dépend quand même, ça pèse sur les épaules de personnes bénévoles. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette aventure, le fait qu'elle continue. Et c'est ce que je voudrais arriver comment dirais-je, à implanter ici en Malaisie aussi, à savoir que ben, ça continue après moi quand j'aurai quitté la Malaisie. Et si a priori je reste en Asie, ce qui n'est pas impossible par la suite, l'idée ce serait de continuer à essaimer un peu partout en Asie du Sud-Est tous ces salons, parce que pour moi ce serait une grande fierté de dire bon bah aujourd'hui la francophonie, aucun salon du livre n'existait en Asie. Peut-être je crois qu'il y en a juste un à Singapour qui existe déjà. Et donc finalement d'en avoir essaimé un petit peu partout, ce serait quand même voilà une grande fierté et un sentiment de devoir accompli de réussir ça. Ouais, cette jolie mission de rendre hommage aux livres et aux auteurs qui écrivent en français. En plus, c'est pas évident parce que la Malaisie ne fait pas partie de l'organisation de la francophonie notamment, donc s'implanter là où ben, on est un peu tout seul, ben bravo. C'est un double défi. On va parler justement de cette fabuleuse réussite à venir et d'abord du programme qui est très vaste parce que les visiteurs vont passer une journée extraordinaire. On peut revenir sur combien d'auteurs, combien d'artistes, combien de conférenciers. Bien sûr. Alors aujourd'hui, nous avons sécurisé 27 auteurs, dont on va dire un petit tiers vit en Malaisie, un petit tiers vient de Singapour et le reste vient du reste du monde, que ce soit la France, les États-Unis, grâce au formidable réseau Rencontre des auteurs francophones, de Belgique, voilà, donc de plein de pays du monde.
27 auteurs qui seront là pour évidemment vendre et dédicacer leurs livres, mais qui participeront pour beaucoup à des salons littéraires thématiques. Donc, c'est un petit peu en fonction aussi de la capacité de chacun et des passions de chacun, évidemment. Donc, on aura certains sur l'égyptologie, on en aura d'autres sur l'autotraduction, on en aura d'autres sur les planteurs écrivains de Malaisie. Enfin, tout dépend effectivement du background un petit peu et de l'histoire de chacun de ces auteurs. En plus de tout cela, il y aura des ateliers, essentiellement à destination des enfants. L'objectif, si vous voulez, c'est d'arriver à occuper ces enfants pendant que les parents sont à côté à Mais bien écouter leur... sûr. Voilà, donc il faut pouvoir voilà, occuper les enfants. Donc ça va de faire son propre pliage d'origami des animaux de Malaisie, à prendre la parole en public quand on est timide et qu'on est un enfant, ou mes premiers mots de calligraphie arabe, parce qu'ici en Malaisie, on a un alphabet très intéressant qui s'appelle le jawi. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais donc, tout ça, c'est construit autour voilà, de liens avec la Malaisie et l'objectif étant d'occuper les enfants. Pour finir, nous aurons également deux événements transversaux, l'un qui s'appelle la fresque du livre. Donc, la fresque du livre, l'idée, c'est d'expliquer à tout le monde, donc en particulier aux enfants, mais bien sûr, évidemment aussi aux adultes, comment on passe comment on passe d'un arbre à un livre. Donc, ça veut dire toute la chaîne des métiers qui permettent du producteur de papier jusqu'au libraire de vous apporter ce livre clé en main. Donc, tout ça, ça s'appuiera en fait sur un livre de contes pour enfants qui est au départ une légende malaisienne et qui a été traduite en français. Et donc, l'idée, c'est d'avoir à la fin de cette présentation des métiers autour de ce livre, c'est d'avoir une représentation théâtrale de 15 minutes, une mise en scène théâtrale, entre guillemets, de ce conte. Voilà, avant de dédicacer avec l'auteur et l'illustratrice qui seront là. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième chose un petit peu transversale, c'est que nous aurons l'arbre à Pantun. Donc nous avons sollicité toutes les écoles primaires francophones de Malaisie pour participer à ce petit atelier. Donc en fait, un pantun, c'est un peu l'équivalent d'un poème à la haïku japonaise version voilà, malaisienne sur 4 lignes en général. Et donc on leur a demandé d'écrire ces petits poèmes sur des feuilles qu'on va évidemment accrocher sur un arbre pour faire l'arbre à Pantun. Et les 3 plus beaux poèmes recevront des petits cadeaux de la part d'une de nos autrices qui sera là, donc qui s'appelle Patricia Oueffa-Grange et qui est la grande spécialiste française du Pantun. Alors, vous le dites, enfin, c'est formidable. Moi, j'adore, je regrette de ne pas être là à cette première édition. Je serai là à la seconde. Donc, il y a des auteurs, effectivement, du Sachant réseau. qu'on autre chose dont je ne vous ai pas parlé, évidemment, parce que voilà, il y a tellement de choses, on ne sait plus, voilà, il faut essayer de se concentrer. Nous bouclons la journée par une interview exclusive de Tachao. Tachao, c'est quand même le plus grand écrivain contemporain malaisien qui vit aujourd'hui en France, qui est francophone et qui nous fait l'honneur merveilleux de se déplacer, de revenir en France, de En France en Malaisie. Malaisie, pour venir présenter ses livres. Voilà, et donc on aura l'occasion d'avoir une journaliste qui fera une interview publique de ce monsieur. Super. Et puis, donc, on le disait, donc, des membres du réseau qui vont se déplacer de loin, puisque certains vont venir de France, comme Sophie ou Sandrine Jeanne, non, Sandrine Jeanne vient de Miami, des membres qui vont venir de Nouvelle-Calédonie. Alors, donc, Yannick Jean nous disait que c'était 10 heures d'avion, plus un changement, plus, enfin voilà, c'est toute une aventure. Et puis de Floride aussi. Donc, c'est une belle aventure. Vous attendiez à ce que finalement vous ayez des auteurs qui dépassent les frontières de l'Asie pour cette première édition? Très franchement, non, Sandrine, et c'est parce que vous m'avez aidé à recruter voilà, dans le réseau. Mais franchement, au départ, pour une première édition, on essaie de se concentrer, de faire les choses le mieux possible hein, pour après s'assurer, se sécuriser des éditions suivantes. Donc non, j'espérais vraiment pas en ce moment, mais je suis ravie, évidemment. Je suis ravie. Alors, les auteurs vont être reçus, si je ne dis pas de bêtises, à la résidence de l'ambassadeur la veille. Est-ce que vous êtes conscient, mais j'imagine que oui, que vous avez réussi à réunir toutes les meilleures cartes pour cette première édition, que tout le monde vous a suivi finalement?
Mais ça, c'est vraiment ma marotte personnelle. C'est-à-dire, c'est aussi ce que j'avais fait au Vietnam. Je suis convaincue que pour que ça fonctionne, il faut que tous les institutionnels, entre guillemets, de la francophonie soient sur le même bateau. Donc, je pense que c'est normal que tout le monde tire, l'attelage tire dans le même sens. Donc, il doit y avoir l'école française, il doit y avoir l'ambassade et le consulat, il doit y avoir les alliances françaises ou l'équivalent, et il doit y avoir la CCI, donc la Chambre de commerce française locale. Donc, à chaque fois, c'est un petit peu ma marotte, comme je vous disais, c'est d'à chaque fois de réussir à faire travailler tout ce petit monde ensemble. Et cette fois-ci, une fois encore, comme au Vietnam, ils ont tous répondu présent. Monsieur l'ambassadeur est vraiment une personne charmante et exceptionnelle qui a tout de suite vraiment apprécié le projet et qui s'est dit, allez, on va vous offrir un petit cocktail le vendredi soir pour lancer ce grand week-end, entre guillemets, littéraire. Donc, ce qui va se passer, c'est que le vendredi soir, on a ce petit cocktail pour faire connaissance. Le samedi, nous avons organisé une visite historique de Kuala Lumpur pour les auteurs, afin qu'ils se remettent gentiment de leur jet lag, de leur décalage horaire et qu'ils puissent découvrir la ville. Et le dimanche, c'est la journée pleine de 9h à 18h pour le festival. Quel magnifique programme. Pomme, en année 2, vous rêvez à quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça soit encore mieux, encore plus beau, encore plus tout? Encore plus tout. Ben déjà, il faut des moyens, il faut beaucoup de budget, donc c'est toujours le nerf de la guerre. Donc avoir aussi effectivement de ce point de vue-là et des financements ce que nous arriverons à faire, parce que ça dicte un petit peu le tempo toujours. Mais d'un point de vue, on va dire, plus conceptuel, ce que je voudrais, c'est arriver à mettre un thème, maintenant que ce sera la deuxième édition, un thème un petit peu plus précis pour cette deuxième édition, à voir lequel, et à faire venir plus d'auteurs du réseau, bien sûr, et plus d'auteurs de l'extérieur. C'est-à-dire que là, j'étais déjà en contact avec plein d'auteurs du Cambodge, de la Thaïlande, de Hong Kong, de tous ces pays un petit peu limitrophes de la zone, mais que je n'avais pas les moyens de faire venir parce que je n'avais pas forcément de billets, ou qui étaient un petit peu dans l'expectative parce que c'était une première édition. Si ça réussit et que maintenant on va leur envoyer, puisque bien sûr tout ça sera filmé, et il y aura des vidéos de retour de cet événement, bon, on va l'envoyer un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc les gens vont peut-être prendre plus conscience aussi du fait que ça a été fait correctement et que la deuxième édition, il y a un vrai intérêt pour eux de venir. Tout à fait. C'est malheureusement la logique parfois de la première édition. Alors, comme vous aviez peur de vous ennuyer, vous avez aussi pris les rênes d'un très, très beau magazine francophone local et je vous propose qu'on en parle en fin d'émission. Alors, Pomme, j'aimerais qu'on rappelle un peu toutes les données, le festival, les différents rendez-vous, quand, à quelle heure, où et comment. Le festival Rencontre des auteurs francophones en Malaisie aura lieu donc le dimanche 24 mars, qui est en plein clôture en fait la semaine de la francophonie partout dans le monde. Il aura lieu à l'Alliance française, qui est un très joli ancien bungalow dans le nord de Kuala Lumpur, au milieu des grands jardins et des palais agréables. Ça aura lieu de 9h du matin jusqu'à 18h, sans s'arrêter, avec tout un programme essaimé au long de la journée, avec les auteurs, les conférences, les salons littéraires, les ateliers. Et donc, on partagera effectivement le programme dès la semaine prochaine. Et puis, on vous suivra pendant cette longue journée, mais aussi avant, un peu en amont, pour savoir comment ça se passe, pour voir l'arrivée des auteurs. On aime bien le côté off des événements. Non, on essaiera de faire des petites vidéos voilà, avec les auteurs. En tout cas, ce qui est sûr, Sandrine, c'est que bien sûr, tous ces événements seront filmés et qu'une vidéo post-événement sera postée et envoyée sur les réseaux sociaux et d'abord, bien sûr, sur le réseau Rencontre des auteurs francophones dès qu'il aura été monté quelques jours après l'événement. Et là, c'est super. On se retrouve en fin d'émission pour parler de plusieurs choses. D'abord du livre spécial, parce qu'il y a quand même un livre spécial des éditions Rencontre des auteurs francophones qui sort pour l'occasion, et puis bien évidemment du magazine que vous portez à bout de bras avec brio. Donc on parle de tout ça. Donc ça, voilà, la Gazette, on en parle en fin d'émission. Merci Pomme. Donc direction Juan les Pins. Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine. Alors Philippe, vous êtes un voyageur depuis la naissance, parce que vous êtes né à Bruxelles et vous avez parcouru une bonne partie du monde. On va y venir. Vous êtes passionné de civilisation ancienne, de voyage, d'Égypte antique.
une Égypte antique que vous faites vivre d'ailleurs dans notre siècle, parce que vos romans sont des romans parfois d'amour, des romans policiers, des romans d'aventure qui se passent dans cette Égypte d'hier. Pourquoi cette envie d'avoir changé un peu notre vision de l'Égypte d'hier? Ben écoutez, je suis donc historien des civilisations anciennes de formation, donc moyen-orientale, avec une spécialité pour l'Égypte. Et donc j'ai un parcours voilà, qui est assez classique de ce côté-là. Et j'ai voulu aussi communiquer aux gens, puisque finalement, notre but à tous, c'est de communiquer avec l'autre et de transmettre quelque chose. Alors, je voulais que mes connaissances puissent être assimilées aussi par d'autres et que d'autres s'y intéressent. Donc j'ai pris le roman. J'ai écrit pour pas mal de personnes différentes d'ailleurs. J'étais ce qu'on appelle un ghostwriter. Donc voilà, j'écris pour pas mal de gens, des gens connus aussi parfois, et dans tous les genres, dans tous les styles. Oui, parce que vous auriez pu faire finalement du roman historique, puisque vous avez une connaissance très très approfondie, pas seulement d'Égypte, Oui. mais effectivement de la Grèce antique. Oui. Vous avez même appris le latin, le grec, toutes ces langues que vous maniez extrêmement bien. Donc vous auriez pu juste faire du roman historique. Eh bien non, il fallait lui donner un côté un peu différent pour justement, j'imagine, cibler des nouveaux lecteurs. Voilà. Donc comme je vous le disais, je voulais éviter ce côté didactique en réalité et avoir quelque chose qui soit ludique. Au contraire, donc que cette connaissance puisse passer, que des tas de gens puissent s'intéresser à cette Égypte antique tout à fait fabuleuse et tout à fait merveilleuse et qui nous concerne, nous, de manière très contemporaine. Donc j'ai choisi le roman, j'ai choisi le thriller aussi, voilà, l'un de mes derniers livres est un thriller. J'ai choisi le roman d'amour aussi parce que il y a eu des histoires absolument merveilleuses qui se sont déroulées dans le cadre de cette Égypte tout à fait fantastique, merveilleuse, éclatante, éblouissante. Alors on va changer de continent puisque vous avez eu la folle idée de rejoindre le premier festival des auteurs francophones en Malaisie et de rejoindre donc l'équipe de Pomme pour être présent. Pourquoi avoir répondu présent justement? Pourquoi être parti dans cette aventure de traverser un peu le monde pour rejoindre le festival? Mais déjà, comme je vous le disais, et que vous le disiez très bien, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et ça m'a donné le goût de l'aventure véritablement et des découvertes. Alors là, mais en Malaisie, c'est une vraie découverte avec des équipes assez fabuleuses dont vous êtes l'un des principaux membres. Sandrine, donc là voilà, j'ai tout de suite accepté et je me suis dit là il y a une aventure, quelque chose de merveilleux à découvrir, à faire. Et vous allez découvrir Pomme, notre ambassadrice qui a monté ce festival et vous allez voir de main de maître. Est-ce que vous connaissez le pays? Alors je ne crois pas puisque vous parlez de découverte, mais est-ce que vous connaissez la région et est-ce que vous connaissez l'Asie, le continent? Oui, je connais Singapour, mais je ne connais pas du tout Kuala Lumpur. Et suite à ce voyage, d'ailleurs, je vais me rendre à Hong Kong, voilà, pour faire encore d'autres découvertes dans un style encore plus différent. Et oui, tout à fait. Alors, vous parlez de découverte. Est-ce que vous pensez que ça va vous donner l'envie de fouiller un peu dans l'Asie millénaire? Est-ce que ça va vous ouvrir d'autres portes? Oui. Écoutez, c'est pas du tout impossible parce que finalement, on parle de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, qui est évidemment la grande civilisation qui nous concerne, nous, occidentaux, mais aussi la civilisation asiatique, chinoise, qui est aussi, elle, très très importante, et également plurimillénaire. Alors la Malaisie, c'est, me racontait Pomme, le confluent un peu multiculturel, multicultuel aussi. Finalement, ça vous ressemble un peu à ce genre de pays, vous qui êtes un peu un citoyen du monde, ça vous intéresse d'aller à la rencontre
de ces terres où vivent les uns avec les autres. C'est un peu le cas de l'Égypte, hein, oui, on en parlait. Tout à fait, tout à fait. Et ça m'intéresse d'autant plus que, voilà, il y a un certain éclectisme, justement, dans cette démarche-là, et ça m'intéresse beaucoup. Et Pomme m'a donné très envie aussi. Je ne la connais pas encore autrement que par le téléphone, mais ceci étant, véritablement, je suis sûr qu'il y a des choses tout à fait merveilleuses à découvrir dans ces régions et qui vont véritablement me combler. Alors, on connaît très très peu de choses de Philippe Quesne, on connaît votre nom de plume, on connaît l'historien, le romancier. Est-ce qu'il y a un plaisir comme ça à avoir plusieurs vies, plusieurs identités, d'être multiple Oui, oui, tout à fait, parce que finalement, je vais dire que le romancier que je suis prend le pas sur l'homme aussi, quelque part, et l'homme s'est fondu dans le romancier. Et souvent, je me prends à être véritablement Philippe Quesne dans toute son acceptation et dans toute son unicité. C'est formidable. Alors, moi, j'aimerais, parce que vous écrivez depuis longtemps, est-ce qu'il y a un petit message à faire passer aux jeunes auteurs, à ceux qui n'osent pas, à ceux qui ont l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui ont envie de prendre la plume? Ben écoutez, ce que je leur dirais, c'est que on n'écrit jamais pour soi-même, mais on écrit pour les autres. Et en écrivant, il faut penser à l'autre. Donc c'est en fait une belle leçon d'humanité, c'est de se dire que, voilà, on regarde d'autres personnes dans les yeux. On ne voit pas ces yeux-là, mais on les imagine. Donc du coup, on est là et puis on pense, on vit avec ces personnages. Il y a la grande histoire, ou la petite même parfois, les anecdotes qui se déroulent. Et puis, il y a les yeux de tous les autres qui sont braqués sur vous et auxquels on pense. Donc, c'est un peu ça que vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer tous ces yeux braqués, tous ces lecteurs. Oui, tout à fait. Vous imaginez partir à la rencontre de francophones un peu du monde entier qui sont rassemblés là-bas? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, je crois qu'il y en a d'ailleurs un bon nombre dans ces régions, en Malaisie, en Asie en général d'ailleurs. Et bon, c'est tout à fait fabuleux de pouvoir entrer en contact avec ces personnes et échanger avec elles de ces Occidentaux, de ces Français, de ces Européens qui se retrouvent là-bas et avec qui je vais pouvoir parler de choses communes aussi. Et eux vont m'apprendre de leur expérience au loin. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre valise? S'il y a quelque chose de particulier que vous allez mettre? Ah, des livres, évidemment. Bien sûr, des livres, mais aussi des découvertes. Voilà, finalement. Je vais exposer des choses, et puis j'attends en retour de faire des découvertes. Et dans mes bagages, je ramènerai, après avoir déposé des livres, et voilà les choses que je peux partager, eh bien je ramènerai tout ce savoir et tout ce partage que j'aurais donc eu en Asie, alors, qui vont me nourrir. Pour vous nourrir. Alors, cette émission va être diffusée quelques semaines avant, ce 24 mars. Oui. Un petit message pour les gens que vous allez vous apprêter à rencontrer là-bas, les Français, ceux qui ont aidé, ceux qui ont monté, Pomme, toutes ces équipes, et puis tous ces lecteurs qui seront là pour vous rencontrer. Un petit message? Eh bien, écoutez, oui, très certainement. Je les remercie tout d'abord déjà de m'accueillir, comme je le disais. Donc, on aura un échange ensemble, et puis eux vont m'apporter énormément de choses que je vais pouvoir rapporter, dont je vais pouvoir me nourrir, que je vais digérer, si vous me permettez l'expression, et qui vont m'apporter quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et je les en remercie beaucoup. Nous, on vous remercie parce que Philippe, après, on vous retrouvera à New York pour le festival de la 3e édition et puis aussi à Saint-Paul-les-Dax pour la 1re édition française. Donc, exactement. On ne se quitte plus. Voilà. Nous restons ensemble. Ça y est. Eh bien, c'est magnifique. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt. Et on continue nos rencontres et on va maintenant à Miami. Et c'est d'ailleurs à Miami que j'ai croisé Sandrine Jeanne Ferron pour la première fois. Elle avait largué les amarres en France pour une nouvelle aventure de vie. C'est un peu votre pied-à-terre, vous qui semblez n'être attaché à aucun territoire, Sandrine Jeanne, avec quand même des envies d'îles du bout du monde. Donc, bonjour Sandrine Jeanne. Bonjour.
Donc, je le disais, vous avez fait 1000 métiers, vous continuez celui de rédactrice littéraire, d'écrivain, et puis vous travaillez pour des peintres, on n'en dira pas plus, c'est une autre aventure. Votre premier roman est sorti en 2017 et depuis la pub s'est activée avec force puisque vous avez pas mal publié. Alors, est-ce que ce sont les expatriations qui vous inspirent ou alors plutôt ce nouveau choix de vie? Bah, un peu des deux. Alors, bah, déjà, merci de me recevoir. Merci Sandra. Alors, moi, je vous reçois dans ma cuisine. C'est toujours dans la cuisine qu'on fait les meilleurs plats. Alors, Exactement. mais, en fait, oui, je crois que j'ai une dynamique quand même, c'est le mouvement. Le mouvement, d'ailleurs, je vous parle, je suis dans mon mouvement et je crois que c'est ça, en fait, qui étire mon écriture, qui la stimule, qui la nourrit. Le mouvement n'étant pas le déplacement. Et je crois qu'en fait, on a mis plein de définitions au métier d'écrivain et de façon générale aux artistes. C'est-à-dire que je crois que c'est être à distance et être en même temps profondément dans l'instant. Et c'est ça, moi, que je cherche quand j'écris, c'est me mettre à distance, et on est à distance quand on voyage, quand on est un peu l'étranger dans l'étrange monde, et quand on est un peu déraciné, voire bousculé, donc on se met un peu sur le côté pour observer ça. Ça, c'est un peu comme ça que je travaille, et on doit aussi simultanément, profondément s'incarner, profondément capter la moindre singularité, la moindre émotion, la moindre d'où la cuisine d'ailleurs. Et, et je crois que voilà, le déplacement, le voyage, et de façon peut-être, alors je ne vais pas employer ce mot parce qu'il est très fort de connotation, je ne suis pas une exilée, parce que j'ai choisi, euh, mais c'est une forme quand même de déracinement, et bien ça effectivement, pour moi, ma contrainte oulipienne, elle serait celle-ci. Alors, ce qui vous inspire finalement, c'est tout ce qui vous entoure et à tout moment. Vous êtes du genre petit carnet de crayon à capter un bonbon, une situation, un personnage. Oui, alors j'ai mon carnet, mon crayon, puis j'ai mon téléphone. Alors je devrais, bon, le téléphone qui maintenant nous sert de Moleskine. Eh bien, oui, j'utilise la fonction note, voire parfois même le dictaphone aussi, parce que c'est intéressant, comme ça, même si on sait que l'écriture écrite, enfin, c'est un non-sens de dire ça, mais euh, et l'écriture parlée, non, l'écriture écrite et l'écriture parlée sont deux territoires qui sont complémentaires. Mais voilà, j'utilise les deux et bon, bah, j'ai mon téléphone, je sais pas, on peut le dire. Donc voilà, c'est mon Moleskine. Exactement. Vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce qui vous motive dans le voyage? Est-ce que c'est une espèce de fuite ou alors au contraire, c'est une quête de liberté? Qu'est-ce qui vous donne envie de prendre votre avion régulièrement et d'aller voir des territoires nouveaux? Même si c'est pas très écologique, mais le reste du temps, je fais du vélo. Oui, La ça rencontre, peut témoigner. la rencontre, en fait, tout ce que je n'attends pas, moi, c'est plus l'inattendu. Je crois que j'avais parlé de cette dynamique du mouvement et de la curiosité, et j'aime profondément les gens. Alors, il n'y a pas de fuite dans mon cas. Peut-être qu'il y aurait une petite lassitude à un moment donné, qui fait que, voilà, non pas que j'ai la prétention de connaître mon quartier, mais il y a cette dynamique d'aller chercher quelque chose que je ne connais pas, d'aller explorer quelque chose que l'inattendu. Et ça, chez moi, c'est très fort. Et je l'ai depuis que je suis toute petite. Le voyage, pour moi, c'est ça. C'est tout ce que je ne connais pas, tout ce que je n'attends pas. Alors, ça fait des aventures, hein, mais voilà, c'est ça ma dynamique, avec le mouvement, bien sûr. Et les aventures font des livres. Donc, la boucle est bouclée. Et les Alors, livres font des aventures. vous avez répondu présente pour le premier festival des auteurs francophones en Malaisie. On est ravis, ravis, ravis de ce premier rendez-vous. Pourquoi avoir répondu présent? C'est comme un très long voyage. Bah justement, pour ce que je viens de vous dire, je suis jamais allée, je ne connais pas. J'ai aimé, peut-être parce que c'est aussi une première. Comme vous l'avez dit, c'est un galop d'essai. Mm. C'est, ouais, il y a une inconnue. Et puis la personnalité de Pomme. Euh,
il y a une belle énergie. Voilà, tout de suite, j'ai dit OK, on y va. Après, j'ai regardé le vol, c'est certain. Mais non, j'ai répondu présent parce que le programme aussi, l'esprit de ce festival m'a plu. Voilà. Donc, on pourra peut-être faire une émission Est-ce pour que après. est-ce que c'est les premiers pas sur le continent asiatique ou est-ce que vous avez déjà fait d'autres pays en Asie et que c'est un complément? Alors, c'est un complément avec Bali, avec le Vietnam, mais voilà, c'est à peu près tout pour cette partie du monde. Alors, bon, l'Australie, c'est l'Australie, mais quand même, quand vous êtes en Australie, vous êtes quand même assez proche de l'Asie aussi. Donc, j'ai été plusieurs fois en Australie, en Nouvelle-Zélande, et puis la Polynésie, mais voilà. Mais mon expérience en Asie était justement celle où j'ai le moins de d'aventures, d'écrits, de souvenirs, et je me suis dit que c'était une occasion d'aller étendre. On a pu. Voilà, voilà. Alors, on vous parlait d'occasion. L'autre occasion, c'est d'y rester un peu plus longtemps qu'un week-end, de prendre le temps de découvrir un peu la ville, ses habitants, son ambiance multiculturelle et multiculturelle aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire avant et après le festival? On veut tout savoir. Alors, déjà, les choses sont bien faites. Il y a un ambassadeur à Kuala Lumpur qui a, donc, on a l'honneur d'être reçu, visiter la ville, m'immerger dans cette ville qui, le peu que j'en sais à l'heure actuelle, hein, parce que il y a une chose que je fais aussi quand je voyage, j'évite de trop lire en amont. Alors, ça crée des aventures aussi, parce que parfois, on se dit, ah, j'aurais peut-être dû. Mais c'est volontaire, parce que sinon, et c'est humain, j'ai trop d'images, trop de représentations, voire trop d'attentes. Donc, je ne sais pas grand-chose de cette ville. Je sais j'ai été en Inde, elle est pleine d'odeurs, elle est tentaculaire, elle est immense, on n'y fait a priori pas de vélo, on n'y marche pas trop. C'est plein d'ambiance, j'ai envie de me perdre un peu dans tout ça. Et il faut se Et en perdre. fait, On voilà. découvre Ce que je fais en général quand je reviens de mes voyages, c'est là où je me documente. C'est là où je commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'aurais presque envie de repartir pour aller explorer. Ça, c'est la contrepartie. Mais c'est comme ça que je me souviens des choses. C'est comme ça que, alors, c'est vrai que le terme est peut-être un peu, il n'est pas très littéraire, mais c'est comme ça que j'engramme les choses. Comme Mm. je les incarne, en quelque sorte. Donc, au Vous retour de Kuala Lumpur, je me documenterai. Vous partez aussi avec une petite quête d'inspiration. Vous avez envie de revenir avec le carnet un petit peu rempli voilà, et se dire que bah, il est temps d'écrire sur l'Asie finalement. Ah oui, encore une fois, je vais me laisser guider. Je ne veux pas avoir trop d'attentes. Euh, dans attente, j'entends atteinte. Mais bien sûr, en fait, je crois que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, en tout cas que l'écriture m'a appris, c'est voyager le cœur ouvert, voyager le cœur léger, mais disponible. Et en fait, la posture qu'on nous demande en tant qu'écrivain, écrivaine, c'est cette disponibilité-là. Et en fait, j'y vais, mais voilà. Le carnet, d'ailleurs, est vierge et, euh, et on verra ce qui viendra à moi. Voilà. Il y a le festival, bien évidemment. J'y vais avec un livre que j'ai publié l'année dernière. Il y a le livre de nos mères. Je le prends avec moi. Je prends Marguerite Yourcenar avec moi aussi. Bien, Euh, bien accompagné. Bien accompagné. voilà. Donc, et Alors, donc, nous, voilà. on va proposer cette semaine sur la plateforme et faire la promotion de It's for Her. Quels sont vos prochains projets? Est-ce qu'il y a des choses dans l'ordinateur qui sont quasiment prêts à sortir? Oui, oui, oui. Oh là, il y a cinq Ah, petits dans mon ordinateur. Et j'aime beaucoup travailler comme ça. En fait, là, le livre sur lequel je travaille, je l'ai écrit il y a 10 ans. Donc, j'aime bien laisser décanter mes écrits, un peu comme l'étoile d'Anselm Kiefer, qui est un peintre que j'aime beaucoup, qui peint et qui les laisse comme ça à l'abandon, enfin à l'abandon, en tout cas dehors, parce que vient se déposer dessus bah, le temps, les éléments météorologiques et la distance dont on parlait précédemment.
Ce qui fait que là, je reprends ce texte que j'ai écrit il y a 10 ans. Alors, bien, il y a 50% du texte qui était lagué, parce Bien sûr. qu'effectivement, bah, j'ai changé, j'ai appris, j'ai grandi, mon écriture a changé, j'ai d'autres informations, et le texte se transforme et en fait prend sa forme, j'allais dire, essentielle, en fait, prend sa forme finale. Voilà. Donc ça, c'est mon projet de cette année et un livre que je soumettrai à un nouvel éditeur pour l'année prochaine. Voilà. Donc, le but, c'est qu'il sorte en Bon, 2025. c'est un très, très beau, joli projet et on sera ravis de le présenter comme les autres. Allez, on termine avec un petit message pour ceux qui nous regardent et qui vous attendent en Malaisie et qui s'apprêtent à vous rencontrer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à quelques jours de votre arrivée? Bien, d'abord, j'aimerais savoir dire bonjour aux Malaisiens. Il va falloir que je m'y mette parce que je suis ravie. Il y a encore un mois. Les remercier, les remercier. Moi, j'ai envie de dire merci déjà pour leur accueil, pour la possibilité. On parlait des Oulipiens, de la contrainte, mais la potentialité. Parce que voilà, une fois qu'on a mis le pas il y a forcément des choses, des échanges en fait. C'est ça aussi. Un festival, c'est ce que nous apportons et c'est ce qu'ils nous apportent. Et voilà, donc j'ai envie de les remercier et leur dire, bah, I'm waiting for you to see you. Voilà, all the best. Et j'arrive. Voilà, Et j'arrive. j'arrive. Merci Sandrine, pour cette conversation dans votre cuisine. On va Bon, vous moi, suivre. Et puis, on va suivre, on va tous vous suivre pendant ce festival et on vous suivra avant et après. On va essayer de vous prendre un petit peu en coulisses aussi. On aime bien ce petit côté off comme ça. Merci. Bonne fin de journée chez vous, sous le soleil de Miami. Et puis, à très bientôt. Autre rencontre, autre continent. Nous retrouvons Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, des milliers de kilomètres nous séparent, Yannick, puisque vous vivez toujours dans votre belle île de Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, une petite question, quelle heure est-il chez vous quand il est ici en France, 10 heures? Et chez nous, il est 20 h le soir. Donc, on est complètement à Ah, l'opposé. Vous finissez votre journée et en France, on la commence. là, on est aux Euh, antipodes. Exactement. Vous êtes auteur avec un dernier roman sorti l'an passé, Lien de sang, que je présente et que vous avez également derrière vous. Vous avez de multiples casquettes, puisque si aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, vous avez été engagé volontaire dans l'armée ou chargé de mission de vie dans les quartiers. Et pourtant, l'écriture a toujours fait partie de votre vie depuis le plus jeune âge. Vous explorez des univers très différents, on va en parler, des styles d'écriture également différents. Alors, ce virus de l'écriture, il a commencé quand et comment? Et puis alors, pourquoi finalement avoir attendu 2016 pour concrétiser cette passion? Il a commencé jeune. J'ai toujours eu cet aspect créatif en moi. Et alors, j'ai toujours écrit, mais jeune, j'ai commencé par la musique, en fait, pour tout vous dire. Et donc, voilà, j'ai fait l'école de musique. Donc, pendant 10 15 ans, j'ai vraiment fait de la musique et j'ai commencé à écrire des histoires dès le plus jeune âge. Après, j'ai commencé effectivement très tardivement à me lancer parce que certainement à l'époque, j'étais quelqu'un aussi de très introverti. Et donc un jour, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose et j'ai décidé de me lancer avec mon premier roman qui s'appelle L'écrivain. Et là, j'ai vraiment voulu le partager avec les lecteurs et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier et je me suis lancé et depuis j'ai D'ailleurs, on voit derrière vous trois romans, Chemin effilé et Sillage d'Océanie. Voilà, exactement. voilà casquette d'éditeur que j'ai lancé aussi l'année dernière et donc j'ai édité trois livres. Donc effectivement Sillage 2023 qui est un collectif d'auteurs calédoniens, Le Chemin défilé qui est un auteur Nicolas Vignol avec un roman psychologique et Moi l'Auvergnate de Népouy qui est un récit de vie, voilà, une collection que je voulais aussi développer, parce qu'il me paraît très important aujourd'hui qu'il y ait des histoires vraies qui soient racontées, avec effectivement ses travers, avec son positif, pour qu'il y ait des exemples pour les nouvelles générations.
C'est vrai. C'est vrai, vous parlez de votre île, vous êtes très fier de votre île, vous dites, vous l'écrivez. Vous êtes d'ailleurs membre de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Alors, derrière l'auteur, est-ce qu'il y a un homme engagé? Alors, quand je dis engagé, c'est pas nécessairement politiquement, mais qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive aujourd'hui, c'est l'expression, mais l'expression à travers effectivement le livre. C'est ça aussi la magie du livre, c'est de pouvoir raconter des histoires, pouvoir raconter des lieux, pouvoir raconter des émotions. Et c'est ce que j'ai Mm. essayé de faire dans mon dernier roman, qui est un roman d'espionnage. Alors, c'est une fiction, mais c'est basé sur des faits réels. Et donc, je raconte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, notamment les accords de Nouméa, et puis je raconte aussi l'histoire du Pacifique, de tout l'Indique, et de ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Et Et c'est j'essaye à travers ça ouais. d'y glisser un peu, voilà, toutes mes émotions et ce qu'on peut ressentir en Calédonie. Alors, la transition est parfaite, vous parlez d'émotions. Si vous deviez résumer votre île avec vos mots, vos sentiments et cette émotion, si vous deviez nous la vendre, cette île, comment vous la résumiez? Ah, c'est une île, c'est euh, c'est une île, on va dire, qui est chargée. C'est quelque chose où on est aspiré par cette terre. Il y a une histoire. Mm. Euh, on en sort généralement marqué, dans le sens où ça nous interloque. Cette terre nous interloque parce que il y a une histoire, parce qu'il y a un vécu, et puis il y a une certaine forme d'énergie aussi qui nous porte, qui nous porte. Et c'est vrai que cette Calédonie qui est au milieu de nulle part, hein, du Pacifique, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez magique, mais avec voilà toutes les émotions négatives et positives qu'on peut avoir. Et c'est un pays où les gens s'expriment et s'expriment souvent voilà avec des mots qui sont pas souvent non plus simples, dans le sens où je veux dire voilà il y a de l'amour, mais il y a aussi de la colère, il y a de la rage, il y a de la haine. Donc Et de la c'est un passion. pays voilà, c'est un pays où il y a toujours une tension. Et il faut arriver à vivre avec cette tension. Les gens sont très ouverts, ils sont plutôt positifs et on s'y sent bien parce que c'est un cadre de vie qui est exceptionnel. Oui, il suffit de voir quelques séries télévisées qui se passent là-bas et ces images de cartes postales pour donner envie d'y faire un petit tour. On va parler de ce roman un petit peu, Lien de sang. Lien de sang, il annonce une couleur qui peut surprendre parce qu'il est 100% féminin. Alors moi, j'ai envie de vous dire, en quoi un livre écrit par Yannick Jean est 100% féminin? Ben ça, alors c'est vrai que c'est un clin d'œil parce que quand j'ai voulu écrire, quand j'ai pensé à ce livre, je me suis lancé deux défis. Je voulais écrire absolument un roman d'espionnage parce que j'adore ce genre. Et puis mon premier roman était très masculin et je voulais écrire un roman avec des personnages féminins, une majorité. Et du coup, au lieu d'en prendre un ou deux, je me suis compliqué la tâche. J'ai pris cinq femmes, cinq espionnes calédoniennes, représentatives du pays, et j'ai raconté une histoire là-dessus. Et voilà, c'est un défi voilà, que j'étais très heureux de concrétiser. Et c'est une histoire d'après les retours que j'ai pu avoir, qui plaît. Allez, on va s'envoler pour la Malaisie, puisque cette émission spéciale parle la première édition du Festival des auteurs francophones en Malaisie, qui, je le rappelle, aura lieu le 24 mars. Une grande aventure, une formidable aventure. Alors, donc vous faites partie des auteurs qui vont s'envoler pour la Malaisie, pour vivre cette première édition. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire 10 heures d'avion, un arrêt à Singapour et de partir dans cette aventure? La francophonie parce que tout à l'heure on parlait de la Nouvelle-Calédonie et l'aspect négatif c'est qu'on est au milieu de nulle part et que on est 250 000 habitants et donc la seule possibilité aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir c'est de voyager. Donc c'est d'aller vers les autres, d'aller vers des gens
Et ça, c'est important. Et la francophonie dans le Pacifique, elle est aussi importante pour moi parce que il faut que la langue française, elle continue à circuler, que ça soit véhiculé. Et moi, c'est un objectif très important de pouvoir aller vers les publics francophones, notamment dans tous les pays étrangers. Et la Malaisie, effectivement, c'est un choix qui s'est fait par l'initiative de POM, de l'Alliance française. Et c'est vrai que depuis quelques années, je suis Alors, l'association. c'est pas l'Alliance française nous accueille, hein, mais c'est le festival voilà, des rencontres des auteurs francophones. C'est ça. Et du coup, effectivement, de pouvoir avoir ce premier festival, etc., ça m'a donné envie d'y aller. Surtout qu'au niveau de l'Asie-Pacifique, il n'y en avait pas encore très très peu. Enfin, il y en avait très peu qui avaient été organisés. Je crois que c'est l'un des premiers. Et puis la Malaisie, ça me paraît un lieu intéressant. Et puis c'est un défi aussi de pouvoir aussi promouvoir la francophonie dans ce pays-là. Et Oui, j'avais envie de faire. tout à fait, surtout qu'il y a quand même un nombre non négligeable de francophones. Alors, ils sont tous massés dans la capitale, ça tombe bien puisque c'est là-bas qu'aura lieu le festival. Donc, vous devriez y avoir du monde parce que, comme vous le dites, finalement, c'est des territoires où il y a très, très peu d'expressions francophones. Il y a très peu de choses pour les francophones. Et donc, on le sait, quand il se passe quelque chose et que c'est rare, eh ben, ça attire le monde. Donc, ça devrait être une très, très belle première édition. Vous connaissez quoi de l'Asie, Yannick? Ben, j'ai eu l'occasion de voyager quand même un petit peu. Voilà, j'ai fait le Vietnam, j'ai visité récemment l'Indonésie, le Japon, donc la Malaisie, je ne connais pas. Et c'est vrai que ce sont des cultures qui tranchent forcément avec les nôtres. Et voilà, il y a beaucoup à apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert et qui est à l'affût justement d'autres modes de vie, d'autres religions, d'autres vies. Et ça, c'est intéressant dans le sens où on peut se découvrir à travers les autres. Et c'est pour ça que la Malaisie, c'est intéressant. Et puis, c'est aller à la rencontre de nouveaux auteurs, c'est aller à la rencontre. Il va y avoir des éditeurs, parce que j'y vais en tant qu'auteur, mais aussi éditeur. Et c'est dans les rencontres que se créent aussi de nouveaux projets. Et c'est pour ça que je suis très motivé et j'ai hâte d'y être. Bon, bah, super. Est-ce que vous avez un message justement pour tous ces lecteurs que vous allez rencontrer dans quelques jours et qui vont voir cette petite émission effectivement avant? Un petit message d'accueil? Ben voilà, j'emmène avec moi voilà, quelques grains de sable de la Nouvelle-Calédonie avec quelques auteurs et j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer en Malaisie et de pouvoir échanger avec vous sur la littérature calédonienne. Merci Yannick. On va terminer avec un petit mot peut-être sur les futurs projets. Est-ce que dans vos tiroirs, il y a des choses qui sont en attente? Il y a plusieurs projets. Cette année, je vais normalement éditer entre 3 et 5 livres. Voilà, il y en a 3 qui sont déjà dans le couloir de la correction. Donc, avec un livre sur les minéraux de Nouvelle-Calédonie, donc quelque chose de plus, un beau livre. Je vais réaliser après une biographie d'une personnalité calédonienne qui a eu une carrière nationale, donc quelqu'un d'important. Je vais proposer aussi un récit historique et 2 autres livres qui sont encore en cours de discussion, mais voilà, il y a matière. Et en Calédonie, il y a beaucoup je reçois beaucoup de manuscrits, donc il y a une ressource et c'est pas les projets qui manquent. Eh bien, bravo. Ben, il faut des projets pour se lever le matin. Donc, c'est parfait. On vous souhaite donc bonne continuation avec ces projets-là. Et puis, on a hâte de vous suivre dans quelques semaines sur d'autres plages, celle de la Malaisie. Merci Yannick. Merci pour votre accueil et merci d'avoir pris un peu de temps pour la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Direction Marseille avec Sophie Turcot, que vous connaissez à présent bien, puisqu'elle participe à chaque événement du réseau depuis ses débuts, Miami, New York, Mons et demain la Malaisie. Sophie, bonjour.
Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et vous avez écrit un très joli conte philosophique. Un roman, je crois, est prévu cette année et puis peut-être un troisième manuscrit encore dans les tiroirs. Alors, cette question, Sophie, c'est vrai que je vous la pose à chaque fois qu'on fait une émission, à chaque fois qu'il y a un voyage en cours, mais une nouvelle fois, pourquoi avoir décidé d'aller à l'autre bout du monde pour rejoindre ce premier festival des auteurs francophones en Malaisie? Alors, déjà, parce que je trouve que la Malaisie et l'Asie en général, ce sont des pays qui ont une richesse culturelle assez intéressante, puis c'est pas du tout la même que la nôtre. Et puis, j'ai une petite histoire avec l'Asie, parce que, en fait, c'est une histoire de rendez-vous raté. Quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, mon père voyageait beaucoup. Et il m'avait proposé de l'accompagner 15 jours en Inde. Et ma mère avait dit non, c'est pas possible, l'Inde c'est trop loin, c'est un pays compliqué, c'est difficile. Et effectivement, j'étais jeune, donc c'était. Et puis un an après, il était revenu du Japon et il m'avait proposé de passer un an au Japon dans Waouh! une famille très 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 gentille qui avait une petite fille aussi de mon âge. Et là, pareil, ma mère avait dit, ben non, c'est pas possible, un an, et puis c'est Ah non, loin. sans ma fille. Et donc, j'ai grandi avec cette idée que finalement, l'Asie, c'était loin, c'était un très très beau pays, mais c'était loin. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je préparais des voyages, je m'orientais jamais vers l'Asie. Donc, Et ouais, donc ça veut dire que la Malaisie va être votre premier voyage oui, en terre d'Asie. ah, Waouh, génial. Ouais. oui, oui, oui. Et surtout qu'en plus, quand les inscriptions étaient ouvertes, je m'étais dit, ah, c'est dommage, il y a le bac, c'est la période du bac. Et au mois de septembre, ils ont décalé au mois de juin. Et là, je me suis dit, oh, c'est dommage, je vais m'inscrire, mais je ne savais pas qu'ils allaient décaler. Et après, on a reçu à nouveau les inscriptions. On a eu la possibilité de s'inscrire à nouveau. Et là, je me suis dit, bon, est-ce que j'hésite? Et là, j'ai dit, non, non, j'hésite pas, je m'inscris. Deux fois raté, donc là, la troisième est la Oui, bonne, finalement. c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui vous attend sur place dans votre imaginaire un peu, vous qui êtes philosophe et qui écrivez des contes? Et c'est quoi ce voyage idéal que vous allez, dans lequel vous allez aller? Alors, voyage littéraire, mais aussi voyage de découverte d'un pays, d'une civilisation, d'une culture. Alors, bah, déjà, avec le réseau des auteurs francophones, les salons sont toujours des aventures merveilleuses parce que c'est toujours très, très bien organisé. On rencontre toujours des personnes formidables. Et là, je sais en tout cas que lorsque je vais arriver, le lendemain, je vais rencontrer des collégiens. Et donc, je vais pouvoir un petit peu déjà parler avec eux et parler de cette passion hein, qui nous anime tous, qui est l'écriture. Et donc ça, pour moi, c'est déjà très très important parce que c'est vrai, pouvoir communiquer cette passion-là, ouvrir les jeunes à l'écriture, c'est ça pour moi un peu une vocation. Enfin, pour moi, c'est important parce que justement, j'ai eu du mal à me lancer dans l'écriture. J'avais des petits blocages et donc j'aurais rêvé d'avoir quelqu'un en face de moi qui m'apporte cette petite flamme et qui me donne envie de pouvoir me lancer. Ouais, c'est vrai. Alors donc, ça c'est le programme du vendredi. Le samedi, Oui, le vendredi soir, je crois, vous êtes reçu par l'ambassadeur à la résidence oui, privée. Donc, oui, c'est un voyage en 360 degrés. Hein. On passe de l'école oui, à la oui. résidence privée d'ambassadeur. Quelle aventure! Alors, j'évoquais un nouvel ouvrage. Vous venez de nous dire que se lancer en écriture a été difficile, mais je crois que maintenant, ça y est, on n'est pas trop mal parti, même si le premier ouvrage date déjà d'il y a quelques années. Il est temps de s'y remettre, ma chère Sophie. Est-ce qu'on verra ce nouvel ouvrage sur les tables de dédicaces en 2024? Ah, j'espère, parce que alors après, il faut que j'ai le temps, mais c'est vrai qu'en étant enseignante et surtout en terminale avec des classes à examen, parfois difficile de trouver du temps, mais j'espère bien. Et puis, Bon, bah, nous c'est aussi. vrai que j'aime bien aussi participer aux ouvrages collectifs. Et parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. J'aime bien les défis aussi et me lancer
voilà, avec juste une idée et puis être dans ce travail créatif et inventer une petite histoire. Donc je résiste pas à chaque fois. Ah, c'est vrai que c'est un défi pour certains, parce que Oui. quand on parle, comme bah, notamment, parce que vous en parlez, on peut en dire deux ou trois mots, mais on lance un livre collaboratif sur l'Asie, nos lettres d'Asie, et justement, en partant de la thématique de ces grands auteurs francophones qui ont écrit sur l'Asie dans des périodes différentes. Et donc, on a lancé un appel à texte, et c'est vrai que certains m'ont dit, mais je ne connais pas l'Asie, ce qui est mon cas aussi. Et alors voilà, le défi, c'est bah, effectivement d'imaginer une nouvelle, une fiction sur une terre qui nous est inconnue. Donc voilà, donc ces livres poussent effectivement à relever à chaque fois un défi nouveau, un défi littéraire. Je trouve que c'est un exercice qui est intéressant pour nous, auteurs. Donc voilà. Oui. Et puis arrive. Alors, pardon, je vous ai coupé. C'est le décalage. C'est le décalage. Alors, philosophie et découverte du monde, ça vous va pas mal. Ça vous va pas mal finalement. Hein. La philosophie, c'est un état d'esprit chez vous. Le voyage dans le monde, c'est une aventure une excitation à chaque fois vive et répétée. Est-ce que c'est un mariage idéal finalement entre la philosophie, le voyage, à la découverte du monde? Ah oui, oui, mais surtout avec l'Asie, parce que là aussi, il y a une philosophie qui est complètement différente de la nôtre. Même si l'origine quand même de la philosophie, on la retrouve plus ou moins en Asie, en Grèce, mais c'est Platon, c'est beaucoup, beaucoup inspiré de l'Asie. Donc c'est vrai que c'est pas incompatible. Et de voir justement ces différences-là, et puis le voyage, c'est tellement formateur. La possibilité de rencontrer des gens, et j'ai aussi une petite anecdote, c'est que donc, quand je suis allée à Saint-Malo au festival Étonnant Voyageur, dans le train, j'ai avancé un petit peu mon second livre, et le personnage, je racontais que le personnage était parti en Mongolie et qu'il avait rencontré un moine. Et lorsque je suis arrivée sur le salon, donc le premier jour, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était assez tranquille, et il y a un moine tibétain qui est arrivé. Et la rencontre a été absolument magique. Ah, c'est génial, j'adore. Oui, oui. Il n'y a pas il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Alors, j'aimerais qu'on revienne aussi sur un autre mini-événement qui est tout à fait intéressant, puisque vous allez recevoir bientôt dans votre classe notre ambassadrice France de rencontre des Ah auteurs oui, oui. francophones, Mona Azam, pour parler de Camus notamment à vos élèves, puisque c'est une spécialiste de Camus et parce qu'elle a écrit un roman tout à fait extraordinaire sur Camus, si Camus n'était pas mort effectivement à l'époque où il est mort, où en serait Camus dans les années 80. Et elle a inventé ce roman tout à fait passionnant en se mettant dans la peau de Camus, mais aussi des proches de Camus comme Charles. Moi, j'ai envie de vous demander si ce discours de Camus séduit toujours notre jeunesse et peut-être même plus que jamais. Quel rapport les jeunes ont avec Camus aujourd'hui? Alors, il est surtout l'étranger. Et ils ont pas. Ils sont à la fois attirés par Camus, parce que c'est vrai que Camus, c'est aussi un homme qui s'est beaucoup engagé. Et donc ça, ils le perçoivent, ils perçoivent le message, mais ils le connaissent pas très bien. Ils sont encore très, très scolaires. Et là, cette possibilité, quand je leur ai dit que justement Mona Azam allait intervenir, ils sont ravis, sont vraiment ravis parce que ça leur donne l'opportunité de le découvrir hors du cadre scolaire. Et ça aussi, c'est vrai que souvent, ils me disent en fait, la littérature, le problème de la littérature, c'est qu'on l'apprend pour des examens, dans un cadre scolaire. Yes. Et on n'a plus le plaisir de lire. Et justement, faire intervenir comme ça une auteure euh, qui, est, qui a énormément de talent, ça va, je pense aussi, beaucoup les aider. Et puis qui Donc, a l'habitude de parler aux lycéens, puisqu'elle est oui, également enseignante et professeure de lettres modernes. Donc, elle a l'habitude de ce contact. C'est vrai qu'elle sait leur parler. Alors, on va continuer sur ce côté, enfin, sur ce côté scolaire, sur les lycéens, parce que vous caressez le doux rêve génial de revenir en Malaisie l'an prochain, mais cette fois-ci avec votre classe. Euh,
vous en parliez là, mais j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que vous, les professeurs, vous avez une responsabilité dans l'ouverture des élèves au monde, des élèves aux autres? Et est-ce que vous avez la responsabilité d'aller finalement, même si vous ne pouvez pas toujours en termes de temps et de disponibilité, mais au-delà des programmes? Alors, c'est très très difficile d'aller au-delà des programmes parce que justement, on a des programmes qui sont très chargés et très peu de temps. Mais effectivement, c'est une demande des élèves. Euh, Systématiquement, enfin, je vois surtout en philosophie, ils me disent, oui, mais madame, c'est très bien ce que vous nous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas des auteurs contemporains? Comment est-ce qu'on peut le relier à ce qui se passe aujourd'hui? Parce que c'est des théories qui datent, qui sont anciennes, et nos problématiques, elles sont un peu différentes. Et, euh, et après, donc, enfin, partir avec eux aussi en voyage, ça fait partie normalement aussi du projet éducatif. Et dans notre établissement, on est attaché aussi à, à la préparation de voyages. Et on tient à ce que ce soit des voyages culturels. Mais là, ce sera quand même aussi la première fois où on aura vraiment l'opportunité de faire un voyage vraiment culturel. C'est-à-dire axé sur le livre avec un projet, parce qu'ils auront la possibilité de participer aussi au salon, de rencontrer vraiment des auteurs. Et pas simplement de découvrir aussi un pays, mais de faire les deux. Je vois, j'ai commencé à leur en parler, pour eux, c'est une opportunité extraordinaire Bien sûr, parce c'est que extraordinaire. ils vont pouvoir s'engager. Ils sont pas dans l'attente qu'on prépare tout. Ils savent qu'ils vont pouvoir participer, être actifs et ça, ils ont besoin aussi Ah, qu'on. ça sera une aventure Oui. extraordinaire Ah et oui. que de façon particulière, hein, parce que c'est vrai que suivre cette classe, on va vraiment la suivre pas à pas pour la voir évoluer, aller à la rencontre des auteurs, mais pas seulement, hein, du pays, de la culture, etc. Sophie, on vous retrouve 2 mois après pour le premier festival français, avec une bonne partie des auteurs qui étaient déjà présents cet hiver en Belgique. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais cette famille du réseau, on sent qu'elle vous touche, qu'elle est importante. Oui, oui, oui. Oui, c'est parce qu'il y a vraiment un esprit qui est très bienveillant et chaque fois, c'est des rencontres magiques à chaque Mm. fois qui sont tellement enrichissantes. Mais ça, c'est lié aux, aux organisateurs du réseau qui savent créer du lien. Et en tant qu'auteur, on a besoin aussi de ce lien. On a besoin aussi de rencontrer des lecteurs, parce qu'on est souvent très seul quand Oui, on écrit et de exactement. pouvoir partager avec d'autres auteurs les problèmes qu'on rencontre. C'est une chance énorme. Alors, je Et oui, ne pas me tromper en vous disant que tous les auteurs de la Belgique sont, oui, et seront là en France également. Donc, on va retrouver la même bande, plus beaucoup de monde parce on va être à une cinquantaine d'auteurs. Donc, on va bien s'amuser autour du livre et de la littérature. Allez, on termine avec un petit message peut-être pour les 30 000 francophones de Malaisie que nous convions, donc le 24 mars, à ce premier festival des auteurs francophones en Malaisie. Un petit message à ces gens qui vous attendent. alors le message, c'est que je suis très très impatiente de les rencontrer et de pouvoir aussi découvrir euh, la façon dont eux ils perçoivent la littérature française parce que il y aura aussi des auteurs de l'Asie, hein, il me semble. Donc je vais pouvoir aussi voir un petit peu aussi comment eux perçoivent la littérature française, comment elle arrive à s'intégrer et Alors, donc pas que ça va être l'Asie, très. hein, parce que Sophie, vous allez voir que des auteurs du réseau vont bien des États-Unis, de Floride, de Miami, de Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà, on va retrouver un peu ces auteurs du bout du monde qui vont se retrouver ensemble en Malaisie. Donc, ça va être une très, très belle fête. Et puis, vous êtes deux ou trois à venir de France aussi. Donc, voilà, Mais la, la, c'est ça de très. la réunion des plumes francophones. C'est ça qui est incroyable, c'est que on vient un peu de partout dans le monde et avec nos histoires, avec nos bagages culturels et Et notre bonne humeur. oui. Merci Sophie, on vous retrouve très très Merci bientôt. beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci vous aussi.
Et on termine cette émission et nous allons du côté de Miami avec Anna, Anna dans son fabuleux décor. C'est par Anna Alexis Michel que tout a commencé, que cette aventure a commencé sur un coin de table à Miami où vous vivez depuis plus de 20 ans, Anna, avec la question qu'on s'est posée ce jour-là, que faire pour donner plus de visibilité aux auteurs francophones? La suite, vous la connaissez, et rencontre des auteurs francophones et fiers d'accueillir les auteurs mondialement connus comme les jeunes talents dans le réseau. Anna, vous êtes bardée de diplômes, de l'écriture de scénarios, à l'enseignement du français aux États-Unis. Vous avez écrit 5 ouvrages, dont 3 romans, des pièces de théâtre qui ont été jouées, mises en scène à Miami. Vous êtes aussi artiste pluriel, photographe de talent avec des parutions dans les plus grands magazines et vous êtes la directrice éditoriale des éditions Rencontres des auteurs francophones. Et nous avons une chance inouïe de vous avoir à la direction éditoriale de la maison d'édition qui est d'un genre unique. On va un peu en parler. Bonjour Anna. Bonjour Sandrine. Très Alors, heureuse. rappelez-nous un peu ce qu'est cette maison d'édition, sa finalité, comment elle est née, un peu la genèse de cette seule maison d'édition Alors, francophone aux États-Unis. l'idée de la maison d'édition, c'est de professionnaliser les auteurs, de leur permettre d'accéder à un public et à un lectorat auquel ils n'auraient pas accès, même avec des maisons d'édition, je veux dire, à à la taille de leur nation, puisque nous avons des auteurs dans ces recueils qui viennent de l'ensemble de la francophonie. Donc, on a la chance d'avoir des gens qui viennent d'Algérie, qui viennent du Liban, qui viennent du Canada. Et ça, c'est vraiment une démarche qui est exceptionnelle. Et c'est la prolongation finalement très naturelle de rencontre des auteurs francophones que de rassembler tous ces écrits, de professionnaliser tous ces écrits, de les amener vers des lectorats qui ne sont pas leur lectorat d'origine et de aussi créer du réseautage pour ces auteurs et une visibilité pour ces auteurs. Alors, il y a un processus, alors, il y a donc ça marche avec un appel à texte, il y a un processus de sélection, il y a un processus énorme d'édition des textes. Ça, j'aimerais que vous reveniez dessus. Oui, oui. Disons qu'effectivement, d'abord, il faut être membre des auteurs francophones pour pouvoir participer à l'appel à publication. Bien sûr, on se réserve le droit de coopter de nouveaux auteurs particulièrement brillants ou dont les contributions seraient particulièrement intéressantes sur un sujet donné. À partir du moment où on reçoit l'ensemble de ces contributions, d'abord, il y a un cadre. Le cadre, il n'est pas seulement formel, il y a un thème, mais il y a aussi quelque chose qui est attendu en termes de qualité. Néanmoins, on ne va pas jeter a priori des auteurs dans lesquels on décèle du potentiel, mais où il y a des choses qui sont encore un petit peu à revoir, à travailler, à lisser. Et donc, on essaye d'interagir. Donc, c'est peut-être tout un processus avec les jeunes auteurs, qui ne sont pas nécessairement jeunes en nombre d'années, mais jeunes en expérience, pour avoir quelque chose qui, au niveau du recueil, soit cohérent. C'est-à-dire qu'on a vraiment des auteurs où il ne faut pas retoucher une virgule. Et puis, on a des auteurs avec lesquels on travaille pour vraiment s'inscrire dans le recueil. Voilà. Alors, je voudrais quand même insister, parce que des fois, je vois passer des échanges de temps en temps. Il y a énormément de bienveillance dans votre accompagnement. Ça veut dire que quand vous renvoyez un texte, vous faites travailler l'auteur, mais dans les moindres détails, avec des conseils, mais beaucoup de bienveillance. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant. Et moi, les auteurs me disent merci Anna, merci parce qu'Anna m'a poussé à aller plus loin, à me dépasser. Et voilà, ça, pour moi, c'est extrêmement important et ça rentre dans le cadre du réseau. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros travail, peut-être qu'effectivement on ne se rend pas compte, mais c'est un travail non seulement de lecture, de dépouillement, de vérification formelle, mais aussi de vérification quant au fond. Parfois, je me rappelle d'un auteur très bien en vue, mais qui voulait, pour faire un petit peu moderne, parler de J.K. Rowling et il me l'a orthographié n'importe comment. Donc, parfois, ce sont vraiment des petits détails. Parfois, c'est un gros travail. Alors, dans un premier temps, je préfère demander à l'auteur
de revoir son texte, surtout si c'est un auteur débutant, parce que je veux lui donner des indications de travail et lui dire voilà ce que tu pourrais faire, ce que vous pourriez faire pour pouvoir améliorer le texte et le rendre plus efficace. Il y a aussi le point de vue du lecteur, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs, et je dirais que ça c'est un grand acquis que j'ai grâce à mon expérience américaine, j'ai travaillé avec un producteur de Californie pour lequel j'ai traduit 2 bouquins. Donc moi je vois très bien une différence, c'est-à-dire que l'écriture en français elle est souvent de type psychanalytique, c'est-à-dire que l'auteur a tendance, et surtout quand il est un jeune auteur, à se vider à travers son écriture. Et c'est très bien, mais ce qu'il faut, c'est il faut penser que c'est destiné à un lecteur. Et donc, il faut que le lecteur saisisse le propos, ce qui veut dire qu'il faut peut-être pas trop s'étaler, ce qui veut dire qu'il faut peut-être choisir un certain vocabulaire, ce qui veut dire qu'il faut que ce soit compréhensible par le lecteur. On n'est pas là pour se faire plaisir. Bien sûr, si on se fait plaisir, c'est encore mieux, mais l'écriture est la rencontre entre l'auteur et le lecteur. Et Voilà. alors, ce qui est formidable, c'est que, effectivement, on a des auteurs qui ont 20 ans de métier, entre guillemets, qui ont écrit plus de 10 ouvrages, qui sont dans des belles maisons, et on a des auteurs qui sont tout jeunes, tout frémissants, et tout ce monde-là vit la même aventure ensemble. Et ça, c'est vraiment une chouette aventure aussi. Oui, oui. C'est un peu, si je peux comparer ça, vous savez que les galeristes, quand ils veulent pousser de jeunes artistes, ils ont tendance à les accrocher entre 2 maîtres confirmés. Et c'est un petit peu la même démarche, c'est-à-dire que il n'y a pas d'a priori, on ne classe pas les textes dans un livre, hein, dans un recueil d'hommages en fonction de l'importance de l'auteur ou de l'historicité de ses publications. Mais on essaye que le récit ou le poème ou l'essai de chacun trouve sa place dans une espèce de continuité ou au contraire de dissonance qui se répondent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de logique, une espèce de plaisir à passer d'un texte à l'autre. Et donc, oui, le texte le plus important n'est pas nécessairement le premier. Et donc, ça donne l'opportunité à vraiment des jeunes auteurs de se dire, ben voilà, mon poème ou mon récit, il a ouvert le recueil. Et c'est vrai que moi, je me souviens pour le premier, je vous avais fait cette remarque, Anna, je vous avais dit, est-ce qu'on ne devrait pas mettre quand même ce texte-là? C'est un auteur reconnu. Et vous m'aviez dit, pas du tout, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai que moi, j'avais eu ce réflexe-là. Et non, et c'est vrai que quand on ouvre un des recueils, on comprend bien toute la démarche qui a été la vôtre de commencer par un texte et de conclure par un autre. Et Ouais. je l'ai expliqué d'ailleurs parce que je pense que ça se justifiait particulièrement dans le recueil des mers, qui est celui qu'on a sorti avant l'Asie, dans la mesure où en réalité j'ai fait tout un continuum de l'évolution de la relation entre le petit enfant et sa maman. On commence avec un texte très touchant et puis on arrive à des choses qui sont moins drôles où les enfants à un certain moment deviennent des parents de leurs parents. Donc voilà, on a une évolution, une gradation des différents épisodes de la vie et donc c'est illustré par des auteurs qui ont effectivement des plus ou moins de bouteilles. Alors, on va reparler donc de ce livre spécial qui sort pour le Festival des auteurs francophones en Malaisie, Nos lettres d'Asie. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur cette collection qui est toute neuve, hein, puisqu'elle a débuté en juin dernier et qu'elle a déjà de jolis représentations. Alors, oui, toute neuve, mais déjà très riche, hein. La valeur n'attend pas le nombre des années, puisqu'on a quand même déjà 4, avec les lettres d'Asie, on arrive à 5 recueils pour une maison qui a moins d'1 an d'existence, c'est, je pense, remarquable, et c'est dû à l'ensemble de la mise en place, je dirais, de la mobilisation de tous les auteurs et tous les acteurs du réseau, de façon à ce qu'on arrive à ce processus. Oui, oui. Et c'est pas fini. Combien on rappelle combien on a de collaborations entre le plus petit recueil qui est Yourcenar et le plus important qui est, je pense, Le Petit Alors, Prince. ça va d'une vingtaine à 80, donc c'est quand même très, 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 très important. Je dirais que suivant la sensibilité de l'auteur et suivant le type de sujet, eh bien, on va plus ou moins aborder facilement les choses.
On a eu beaucoup de sollicitations, par exemple, pour le livre des mers, à tel point qu'on a dû en écarter quelques-unes qui rentraient moins dans le cadre qui avait été défini par rapport à la matrice du projet. Mais oui, ça représente entre 25 et 80 textes à lire, à coordonner, à corriger. Voilà, on essaie de voilà. Et aussi, je veux que ce soit un bel objet. Je pense que c'est très important qu'il y ait un accès à la lecture, que ça donne envie, hein, que l'objet donne envie. Et donc, on a particulièrement soigné, on a la chance d'avoir Sandra Nkwa-Berry qui fait des couvertures magnifiques. Et voilà, c'est un bel objet. Il y a non seulement évidemment du fond, mais c'est un outil qu'on a envie de tenir entre les mains, qui est agréable et d'une lecture agréable. J'allais parler de Sandra Nkwa-Berry qui nous fait les couvertures, qui sont des créations originales. Hein, elle les crée vraiment pour nous et on les aime tellement que dans le dernier, on lui a même demandé plusieurs créations pour en mettre à l'intérieur. On va revenir dessus. Oui, allez-y, je vous en prie. Depuis le début, les recueils sont un peu ouverts aux artistes visuels, mais là, on s'est dit, allez, on y va à fond. Et donc, il y a aussi un appel à art, appel à œuvre, qui donne une version couleur parce que chaque livre sort en noir et blanc pour être moins onéreuse et en version couleur. Et la version couleur est juste magnifique. Et puis, il y a aussi des archives de famille parce que dans les mers, il y avait beaucoup de nouvelles qui étaient des témoignages. On sentait qu'il y avait du vécu derrière. Et il y avait quelques photos de famille, des archives des années 30 ou 40. C'était fabuleux. J'ai adoré. Oui, c'est très, très touchant que ces auteurs aient partagé avec nous des photos de leur maman ou de leurs parents et ça donne vraiment une dimension très, très, très humaine au recueil. Alors, on va parler de celui-là que je n'ai pas entre les mains puisqu'il n'est pas encore sorti. Il sortira spécialement pour le Festival des auteurs francophones en Malaisie. C'est Nos lettres d'Asie. Alors, quelle est la thématique de ce nouveau recueil? Je rappelle que l'appel à texte a pris fin le 7 février, donc n'envoyez plus rien. Mais est-ce qu'on peut parler de Nos lettres d'Asie? Oui, bien sûr. Donc, les lettres d'Asie, d'abord le titre, Nos lettres d'Asie. Pourquoi? Parce que ça renvoie aux lettres d'Asie de Saint John Perse, qui était un prix Nobel de littérature 1960, si je ne m'abuse. Qui est un auteur très intéressant parce qu'il a été à la fois diplomate, il est né, si je ne m'abuse, en Guadeloupe, il a un trajet extrêmement intéressant, il a été en Chine, et ses poèmes sont très hermétiques. C'est ce qu'on appelle presque de l'exil ontologique. Et donc, je trouvais que c'était très intéressant de partir de ce personnage qui est un peu oublié et d'arriver jusqu'à quelque chose de plus contemporain comme l'académicien François Cheng. Donc, mon idée, c'était de partir de une espèce de vision rêvée de l'Asie, parce que même si Saint John Perse y a été pour du vrai, on pense que les lettres qui sont présumées être écrites à cette époque sont en fait des lettres qu'il a rédigées ou en tout cas arrangées postérieurement. Mais peu importe, puisque ce qui compte, c'est l'auteur, c'est l'œuvre, et que l'œuvre, que le personnage et l'histoire du personnage soient mises aussi en scène par le personnage, ça ne me gêne absolument pas du tout. Donc, partir d'une Asie rêvée, hein, qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs classiques, à une Asie actuelle, et donc en faisant référence aussi à des auteurs qui aujourd'hui écrivent en français. Et donc voilà, l'idée c'était que les auteurs aient ça en tête. Peut-être quelque chose qui va de l'Asie rêvée à l'Asie réelle, ce qui permet à la fois d'avoir du témoignage de voyage ou de vie en Asie, à des poèmes qui sont très inspirés, des formes asiatiques très dépouillées, des haïkus, etc. Voilà. Alors, on aura aussi, c'est la première fois qu'on va avoir cette forme-là, on aura un petit carnet de voyage, puisqu'on a demandé à Pomme et Entrant, qui est notre ambassadrice en Malaisie et qui a monté le festival, de
de mettre en sentiment et en image, parce qu'elle fait des très très belles photos, en sentiment et en image, un mini carnet de voyage que vous avez fait ensemble toutes les deux, voilà. Donc, on aura beaucoup ce sera un petit ouvrage très, 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 très joli. Vraiment, je pense qu'il ne va pas dépareiller dans vos coffee book, enfin, vos coffee table book, là, des choses qu'on laisse, parce que on a non seulement, comme d'habitude, une couverture sublime de Sandra Nkawa-Berry, mais on a effectivement les photos de pommes, on a d'autres petites illustrations, et donc ça va vraiment être un petit outil extrêmement précieux, voilà, extrêmement précieux, avec des petits textes ciselés. Je pense que ça va être un très joli petit recueil. Exactement. Et puis alors j'aimerais qu'on dise deux mots sur le prochain recueil, puisque va sortir bientôt l'appel à texte. Mhm. Eh bien oui, donc on va s'occuper d'une figure mythique de la littérature française du XXe siècle, Gary, et son double. Oui. Et donc là, on va ouvrir l'appel à texte vraiment dans le courant du mois de février. L'objectif, c'est d'avoir un outil qu'on va pouvoir sortir pour nos événements de New York. Et là, on a à la fois dans le réseau la chance d'avoir des spécialistes de Gary, donc ils vont pouvoir nous donner une vision peut-être un peu plus théorique sur le personnage, mais en nous faisant découvrir des aspects qui ne sont peut-être pas ceux que le grand public connaît habituellement, et puis aussi des textes d'hommage. Donc, ça promet d'être quelque chose de très, très intéressant. Et je dirais cette fois-ci vraiment aussi ce qu'on avait déjà eu finalement avec le Camus, à la fois des textes très poussés sur l'auteur et des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus dans l'hommage et beaucoup plus. Ou la fiction, hein, de mémoire, quelques nouvelles Oui, alors, et des poèmes. Hein. tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'on voudrait, c'est pousser la nouvelle. La nouvelle est une forme très intéressante et qui est très peu servie par les grandes maisons d'édition. Donc, c'est l'opportunité, effectivement, dans le cadre de ces hommages, d'avoir des nouvelles et d'avoir justement parce que aussi, c'est pas non seulement intéressant parce que ça permet la diffusion de la nouvelle, qui est un outil qui est sous-estimé par les grandes maisons d'édition, mais c'est aussi un excellent entraînement pour les auteurs. Parce que rédiger une nouvelle, il n'y a rien de plus compliqué, parce qu'il s'agit de ne pas faire un livre en miniature, mais d'avoir un récit avec vraiment tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de ce récit. Donc, c'est un beau défi et c'est une belle mise en train pour les auteurs. Voilà. Alors, je précise juste que si on a décidé de célébrer Gary à New York, c'est parce que lors du Festival des auteurs francophones à New York, eh ben, on fêtera à quelques jours près le 110e anniversaire de la naissance de Gary. Voilà. Donc, c'est un double hommage. Mais on essaie en général de sortir les livres depuis le début de la collection, je dirais à une date proche, ou si pas à la date de l'anniversaire de la naissance de l'auteur. Pour l'instant, nous avons plus célébré leur naissance que leur mort. J'aime beaucoup la démarche d'ailleurs. Oui, on préfère. C'est le côté optimiste. C'est vrai que beaucoup de publications et de commémorations se font toujours autour de l'anniversaire du décès d'un auteur. Et nous avons pris le parti de la vie et pas le parti de la mort et des choses poussiéreuses. Hein, puisque, de la lumière et pas des ténèbres. Voilà. Exactement. Et on va essayer dans la mesure du possible pour tous les projets de garder cette vision des choses. Hein. Merci beaucoup, Anna. C'était passionnant comme à chaque fois. Je suis ravie. Je vous remercie au nom de tous les auteurs, au nom de tous les lecteurs de ce travail incroyable que vous faites. On est très, très
fiers et très heureux vraiment que vous soyez la directrice éditoriale de cette maison d'édition qui a un très bel avenir et qui est perçue, parce qu'on le disait, hein, vous parliez de visibilité, ces recueils sont offerts à de très nombreuses personnalités institutionnelles, culturelles dans le monde, et à chaque fois, le regard est le même quand les personnes l'ont entre les mains. C'est un bel objet et il est extrêmement bien accueilli. Donc, merci Anna, et on vous retrouvera à New York d'ailleurs au festival. Oui, oui, on se retrouve tous à New York, absolument. Merci Anna. Au revoir, merci.